Bonsoir à tous. Suite à l'évolution de la situation sanitaire et afin de préserver la santé de tous, nous avons décidé de fermer les portes temporairement de notre université populaire à Belfort. Cependant, le partage du savoir reste au cœur de notre projet associatif et nous souhaitons profiter de cette période pour tester différentes formes et de nouvelles formes de partage du savoir. Ainsi, nous vous proposons ce soir la conférence prévue initialement en présentiel dans nos locaux, de la suivre en ligne. Donc De Gaulle, 50 ans après sa mort, entre histoire et légende, que reste-t-il du gaullisme? Cette conférence sera présentée par M. Claude Cathy, que je remercie de s'être prêté au jeu. Il est professeur agrégé d'histoire-géographie, il a travaillé sur l'histoire de la Ve République et il va nous proposer une analyse des différents ouvrages récents concernant le gaullisme. Cette conférence en ligne est une première pour nous. Je tiens ici à saluer notre partenaire Trajectoire Formation pour la mise à disposition des outils techniques. Nous allons vous proposer régulièrement des conférences en ligne. La prochaine sera dès ce vendredi à 18h30, visible sur notre site, sur les élections aux États-Unis. Je laisse la parole maintenant à M. Claude Cathy pour la conférence. Merci à tous. Dans l'histoire, il semble avoir un parcours unique. Il apparaît à la fois comme le sauveur, l'homme du 18 juin, et comme le législateur, le fondateur de la Ve République. Mais la figure du général de Gaulle s'affranchit de plus en plus de l'histoire pour entrer dans la légende, et son souvenir, désormais ancré dans la mémoire nationale, tend à se transformer en mythe, celui du héros national le plus glorieux de notre histoire. En effet, dans un sondage de 2010, effectué alors par la revue L'Histoire, 44% des Français le plaçaient au premier rang, bien loin devant Napoléon avec 14%, et reléguant le roi Louis XIV dans les oubliettes de l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas une ville, grande ou moyenne, qui n'ait choisi son nom pour baptiser une rue, une avenue, un square. Et la classe politique française de tous bords se réclame aujourd'hui du grand homme, émaille ses discours de ses citations, de ses références, à l'instar du président Macron, qui, suite à son investiture comme président, avait choisi pour sa photo officielle d'apparaître debout devant son bureau avec, sur celui-ci, le livre ouvert des mémoires de guerre du général de Gaulle dans l'édition de la Pléiade. Plus le temps passe donc, plus les critiques et les oppositions s'effacent, et plus la célèbre phrase d'André Malraux « Tout le monde a été et ou sera gaulliste » semble s'imposer. Pourtant, de Gaulle fut congédié par les Français, comme il le dit lui-même, après le référendum raté de 1969. Portant sur la réforme du Sénat et sur la décentralisation. Et pendant toute la fulgurante carrière politique qu'il fit, de très nombreuses oppositions et même des haines viscérales apparurent à son égard et contre sa politique. On pourrait rappeler très simplement, d'abord évidemment, la condamnation à mort par contumace que Vichy lui apporta en août 1940. Sa mise à l'écart par la classe politique française après son départ de janvier 1946. Les critiques extrêmement fortes qui l'accusaient d'être un nouveau dictateur, on parlait alors du 18 Brumaire de Charles de Gaulle, en référence au 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte, lorsqu'il revint aux affaires en mai-juin 1958. Que dire encore de l'idée que la mise en place du référendum pour élire le président de la République au suffrage universel était une forfaiture aux yeux du président du Sénat d'alors, Gaston Monnerville, et l'année suivante, François Mitterrand, grand opposant au gaullisme, publiait un pamphlet intitulé « Le coup d'État permanent »
pour qualifier l'action du général de Gaulle. Les désesperados de l'Algérie française voulaient sa mort. De nombreux attentats eurent lieu contre lui, le plus connu étant bien entendu celui du petit Clamart en août 1961. Quant à la jeunesse estudiantine de France en 68, elle ne voulait plus d'un de Gaulle qui était notre Charles, qui est trop vieux, que ton nom soit oublié. Notre réflexion de ce soir porte donc sur l'analyse de l'action du dernier grand Français, pour reprendre la mort et le mot et la formule de Georges Pompidou, qui est devenu aujourd'hui dans la mémoire nationale le plus grand des Français. En d'autres termes, nous allons essayer ce soir d'analyser les fondements de l'épopée gaulliste, en quoi, sur quelles actions celle-ci a été forgée, pour pouvoir dans un second temps nous interroger sur le corpus politique, idéologique du gaullisme. Qu'est-ce qu'au fond le gaullisme? Quels sont ses fondamentaux? Et pour enfin pouvoir répondre à une dernière question, aujourd'hui dans la France de 2020, qui est dans un autre siècle, dans un autre monde, qui a d'autres défis à relever, peut-on toujours être gaulliste? Peut-on toujours se réclamer de sa doctrine et de son action? Cette question est évidemment éminemment délicate, elle est subjective, car si l'histoire peut analyser l'action des hommes sur la société, elle ne peut prétendre décerner un label à tel ou tel homme politique 50 ans après la mort du général de Gaulle. C'est donc un vaste programme qui nous attend ce soir pour reprendre la formule du général de Gaulle. Comment de Gaulle s'est imposé dans l'histoire comme un héros national et un des pères de la nation. On va évidemment pas pouvoir ce soir parcourir toute l'histoire du gaullisme. On va simplement s'attacher à faire apparaître les actions fondatrices sur lesquelles la mémoire nationale a pu se construire. On ne pourrait évidemment pas commencer cette présentation par se référer à la première de ces actions, qui est l'action cardinale du général de Gaulle, l'appel du 18 juin. Pour l'essentiel des Français, de Gaulle est, a été et sera toujours l'homme du 18 juin. Le mythe du gaullisme est né avec cet appel. Cet appel va sceller l'entrée dans l'histoire d'un homme qui jusque-là était complètement inconnu des Français. En effet, il faut rappeler que de Gaulle a été nommé seulement général de brigade à titre temporaire au début de la Seconde Guerre mondiale, qu'il fut le 6 juin un éphémère sous-secrétaire d'État à la Défense dans le gouvernement Reynaud, et lorsque le gouvernement de Paul Reynaud démissionne, l'appel du 18 juin, qui a été prononcé par le général à partir de Londres 2 jours après, est un nom, un triple nom, un nom de quelqu'un qui va devenir, je reprendrai là le mot de l'historien et journaliste français Jean Lacouture, un rebelle qui entre dans l'histoire. Ce triple nom, c'est d'abord bien entendu un nom à la défaite, un nom à l'occupation et un nom au totalitarisme. De Gaulle, à l'instar de François Mauriac, voit la croix gammée comme une araignée noire gorgée de sang qu'il faut abattre. Il est donc mu, en faisant cet appel, par le patriotisme. C'est le patriotisme du général de Gaulle qui explique d'abord l'appel du 18 juin. Pour reprendre la formule de Péguy, en temps de guerre, celui qui cède une place est un salaud. C'est cette idée qui fait que le général de Gaulle fait cet appel à la poursuite du combat. Le deuxième aspect de cet appel, c'est sa vision géopolitique. De Gaulle a compris ce qu'allait être la guerre, il a fait une autre analyse que celle du maréchal Pétain. Pétain considère que la France a perdu la guerre et qu'il faut d'une certaine façon sauver les meubles en signant l'armistice. Pour de Gaulle, la France a perdu une bataille,
Mais elle n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Il le dit 3 fois dans son appel du 18 juin. Pourquoi n'est-elle pas seule? Pour lui, elle n'est pas seule parce qu'elle a son empire colonial. Qu'il y a l'empire colonial des Britanniques. Qu'il y aura à notre service la puissance de l'industrie des États-Unis. Et que demain ou après-demain, l'Union soviétique et les États-Unis eux-mêmes rentreront dans une guerre qui sera une guerre mondiale. En conséquence, De Gaulle considère que la France ne doit pas abandonner ce conflit, ce combat, pour rester parmi les grands, pour rester un pays qui compte. Ça sera la ligne directrice de toute son action. Son grand dessein est là. Évidemment, pour arriver à une telle analyse, il fallait que l'homme encore inconnu des Français ait pensé cette situation géopolitique. Il ne faut pas oublier que De Gaulle, dans les années 20 et 30, est à l'origine de 4 ouvrages qui permettent justement de structurer cette pensée géopolitique du monde et de voir un petit peu également quelle stratégie militaire s'impose. De Gaulle dira plus tard dans ses mémoires, à propos d'Alexandre, que les conquêtes d'Alexandre n'auraient rien été s'il n'y avait pas eu derrière la pensée d'Aristote. Eh bien, on peut naturellement expliquer que le De Gaulle qui devient un homme politique, un homme d'histoire, n'aurait rien été s'il n'y avait pas eu derrière toute cette réflexion, toute cette pensée qui va permettre, après le 18 juin, de conduire son action. Cette action, c'est quoi? C'est reforger l'épée, le glaive de la France pour que celle-ci puisse avoir sa place, son rang, retrouver sa grandeur dans le monde de demain. Ce premier point étant défini, dans le prolongement, bien entendu, de l'appel du 18 juin, avant que l'onction du peuple de Paris soit réalisée à travers la libération de la ville, on pourra aussi toutefois rappeler que De Gaulle, pendant 4 années à Londres, avant de libérer Paris, a forgé son mythe, son aura, dans l'adversité qui fut la sienne. N'oublions jamais qu'après l'appel du 18 juin, De Gaulle à Londres est peu de choses. Il est Charles le Seul, Charles sans terre. Il écrit dans ses mémoires ceci: « Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'apparut, d'un seul coup, claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France. » Dans ces circonstances, agir alors qu'on est peu de choses, qu'on est peu connu, qu'on a peu d'hommes, qu'on a peu de terres. Il faut rappeler qu'il y a seulement 7000 hommes qui se sont ralliés à la France libre fin juillet 1940, qu'il faut composer avec les plus grands, Churchill d'abord, Roosevelt après, Roosevelt qui avait une détestation du général de Gaulle et qui ne voulait pas que la France réintègre les grandes puissances de ce monde. Cette réalité-là a amené le général de Gaulle à devoir, et ça sera sa maxime durant cette période-là, être, je cite, extrêmement intransigeant dans cette extrême faiblesse. Alors, cette extrême intransigeance, durant ces années qui précèdent la libération de Paris, eh bien, explique très largement que les Alliés, notamment les Américains, aient vu en lui quelqu'un d'extrêmement détestable et rigide, voire autocratique parfois. Écoutons cependant ce qu'en a dit, quelques années après, Arthur Schlesinger, qui fut, dans les années 60, le conseiller du président Kennedy. L'analyse d'Arthur Schlesinger explique très largement, à mes yeux, que le mythe
du gaullisme forgé dans l'extrême faiblesse, dans l'adversité, est un poids si important aujourd'hui. Je cite. L'impression dominante que se font les Américains et les Britanniques, c'est que De Gaulle est une figure messianique, autoritaire et rigide, prête à attendre que le reste du monde se rallie à son opinion. Rien n'est plus faux. L'expérience a montré que De Gaulle est l'un des politiciens les plus accomplis, souples, talentueux du XXe siècle. Seul un homme, sachant aussi bien que lui à quel moment précis prendre l'initiative, aurait pu gérer Roosevelt et Churchill pendant la guerre et s'en sortir indemne. Il a toujours su jusqu'où aller pour défendre les intérêts français, sans forcer les anglo-saxons à le destituer ou à le mettre en prison. C'est naturellement ce cheminement qui a fait que la France libre, qui était quantité négligeable, est devenue ensuite la France combattante, s'est dotée de territoires, l'Empire, puis ensuite l'Afrique du Nord, et s'est retrouvée en situation d'unir les résistances, de replacer la France dans le jeu, et nous allons voir maintenant, c'est notre troisième point parmi ces actes fondateurs, que la libération de Paris permet aujourd'hui de se faire une idée de ces actions qui ont permis au général de Gaulle, cette fois-ci, de s'imposer non pas seulement en Français libre, mais en chef du gouvernement provisoire de la République française et surtout en chef d'État, quasiment. Je discernerai dans ces événements de la libération de Paris, des 25 et 26 août 1944, 4 actions, 4 faits historiques, rapidement, qui nous permettent de comprendre à la fois la geste gaulliste et gaullienne et les choix de cette action. Premier choix du général de Gaulle, lorsque Paris se libère, lorsque les balles des forces de la collaboration et des nazis sont encore présentes dans la ville, c'est de se rendre au ministère de la guerre, comme on dit à l'époque, rue Saint-Dominique, pour retrouver le bureau qu'il avait quitté lorsque le gouvernement de Paul Reynaud avait été démissionnaire. Pourquoi ce lieu ? Il s'agit pour De Gaulle de réinstaller l'État, de montrer la continuité entre cette France libre et la France nouvelle qu'il veut construire. Deuxième élément marquant que tout le monde naturellement connaît, beaucoup mieux, c'est bien entendu le fameux discours à 19h le soir du 25 août 1944, prononcé à l'Hôtel de Ville de Paris. Ce fameux discours qui va fixer très très largement un programme politique pour la suite. Chacun, bien entendu, connaît les phrases les plus célèbres de celui-ci. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la vraie France, de la seule France, de la France éternelle. Il est bien évident qu'un tel discours dans un tel lieu symbolique, c'est un discours qui permet de poser comme idée la volonté de réconciliation nationale. On peut observer qu'il ne dit rien de la collaboration, de minimiser le rôle des Alliés. Dans le discours, les Alliés seront tout de même évoqués par la formule « cher et admirable allié », mais c'est un simple adjuvant, dans un passage moins important. Il s'agit donc là de bien vouloir montrer qu'il est le réconciliateur, qu'il ne s'agit pas, à la libération, de continuer cette guerre civile larvée qui animait la France pendant ces années noires d'occupation, mais de passer à autre chose et surtout de faire prendre conscience aux Français, même si tout n'est évidemment pas vrai, que la France
et les Français ont contribué largement à la libération de Paris, avec la 2e division blindée, avec l'intervention et l'insurrection du peuple de Paris, mais ont contribué très largement à l'idée de résistance. Donc c'est en fait un manifeste politique que ce discours à l'Hôtel de Ville de Paris. Un manifeste politique où De Gaulle ne veut pas proclamer la République ou reproclamer la République. Pourtant, c'était le lieu. Il faut rappeler que c'est là, le 4 septembre 1870, que Gambetta avait proclamé la République après la chute de l'Empire, du Second Empire de Napoléon III. Donc, tout pouvait lui permettre de le faire. Le Conseil national de la résistance le souhaitait. De Gaulle ne le souhaite pas, parce que pour lui, la République, elle a continué à Londres, elle a continué en exil, elle n'a jamais cessé d'être. Vichy est nul et non avenu, et donc il veut apparaître comme le réconciliateur. La troisième action de ces journées historiques célèbres, c'est le fait que le général de Gaulle, le lendemain, assiste à la cathédrale Notre-Dame de Paris à un Te Deum. Là aussi, c'est assez intéressant parce que De Gaulle est très catholique. Les républicains, traditionnellement, ne le sont pas. En tant que chef du gouvernement provisoire de la République française, il va à Notre-Dame. C'est d'une certaine façon le lien traditionnel qu'il veut faire apparaître avec la France éternelle, la France des souverains, la France des rois de France qui se faisaient sacrer à Reims. Et geste absolu dans cette manifestation-là, il fait savoir qu'il ne souhaite pas que ce soit l'archevêque de Paris, Monseigneur Suard, qui préside cette cérémonie religieuse. Parce que Monseigneur Suard avait, 3 mois avant, en avril 1944, accueilli en ce lieu le maréchal Pétain. Enfin, dernier acte majeur de cette épopée, de cet épisode, sur la photo que nous voyons ici sur l'écran, les Champs-Élysées, la grande manifestation où le peuple de Paris accueille les libérateurs, ceux de la 2e division blindée, ceux des forces françaises de l'intérieur, les membres du gouvernement provisoire, dans une situation où la sécurité du général de Gaulle n'est pas garantie. Il faut savoir que tout ça se fait dans un Paris où la sécurité n'a pas été complètement rétablie. C'est l'onction du peuple de Paris, c'est l'onction du peuple de France qui légitime son pouvoir à un moment où, il faut le rappeler, les Alliés n'ont toujours pas reconnu officiellement le gouvernement provisoire de la République française. On a donc bien là, dans ces 4 événements majeurs, une doctrine, un mythe qui s'établit. De Gaulle, continuateur de l'État, la rue Saint-Dominique. De Gaulle, réconciliateur des deux France, avec à la fois le sacre et le discours de l'Hôtel de Ville, et l'onction du peuple de Paris qui va suivre ces événements. C'est le magazine Times qui dit, à l'issue de cette grande manifestation sur les Champs-Élysées, ceci: c'est le défilé le plus insolite qu'on ait jamais vu sur cette avenue chargée d'histoire, la victoire la plus éclatante qu'ait vécue Paris depuis la prise de la Bastille. Ainsi, en ces 2 journées, des 25 et 26 août, le rebelle devient le souverain de la France, pour reprendre la fameuse formule de Jean Lacouture. La France va retrouver son rang grâce à son action, et De Gaulle va présider pendant quelques mois le gouvernement provisoire de la République française. Nous passons donc là au 3e point fondamental de ses actions, son rôle comme réformateur et fondateur du pacte économique et social de la libération. En effet, il faut savoir que De Gaulle est à la tête du gouvernement provisoire de la République française de juin 1944 à janvier 1946, le 20 janvier 1946 exactement.
Pendant cette période, que fait le général de Gaulle? Il dirige un gouvernement d'union nationale qui inclut toutes les forces des résistances, y compris les communistes, les démocrates chrétiens, les socialistes, des gaullistes. Dans ce gouvernement, quelle ligne appliquer? Eh bien, la ligne politique qui a été fixée par le Conseil national de la résistance, qui fut le véritable laboratoire où les projets politiques, économiques et sociaux de la France ont été élaborés à partir de 1943. Ce Conseil national de la résistance, d'abord présidé par Jean Moulin, qui fut l'unificateur de celle-ci, puis ensuite par Georges Bidault. Quand on regarde ce qu'il y avait dans les projets du CNR, c'était des projets très ambitieux. On peut alors parler d'une révolution politique, économique et sociale. Ces projets sont les fondateurs d'un pacte qui vont non seulement être mis en place à l'époque, mais qui vont suivre et qui vont perdurer sous la 4e et sous la 5e République, même aujourd'hui encore. On pourrait citer, par exemple, évidemment, le rôle central de l'État. Si De Gaulle n'est pas un statolâtre, il pense que l'État dirigiste doit jouer un rôle essentiel dans la reconstruction nationale, d'où un programme de nationalisation. Il faut de la prospective et des perspectives, d'où la création d'un plan. Donc, le rôle de l'État va être éminent, il est dirigiste dans ce projet. Et puis, l'État, il est social. Pour reprendre un mot célèbre, c'est la naissance de l'État-providence avec la sécurité sociale. Donc, ces réformes économiques et sociales, qui sont plutôt et qui émaneraient plutôt de la gauche. Il faut savoir qu'en 1945, la gauche domine très largement le paysage politique français. C'est le général de Gaulle qui les porte. Et il les porte parce qu'il a le sentiment que c'est la volonté alors du peuple français et de tous ceux qui ont travaillé au sein du CNR. Donc c'est d'une certaine façon, là aussi, un héritage majeur sur lequel a été fondé le mythe du gaullisme aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se réfèrent à ces réformes, à la sécurité sociale, au rôle de l'État, aux nationalisations, pour valoriser quelque peu ce rôle du général de Gaulle. Dernier élément, alors dans la vision des Français, cet élément d'un de Gaulle, comme nous l'avons dit dans l'introduction, qui est un législateur, c'est bien entendu un de Gaulle qui fonde nos institutions. Et non seulement il les fonde, mais il va diriger pendant 10 ans, plus de 10 ans, la 5e République qu'il a fondée. Cet idéal institutionnel est dans la matrice de la pensée politique du général de Gaulle. Il écrit ceci dans ses mémoires. Doter l'État d'institutions qui lui rendent, sous une forme appropriée au temps moderne, la stabilité et la continuité dont il est privé depuis 169 ans, c'est-à-dire depuis 1789, pour être clair. De Gaulle veut donc redonner à la France un cadre institutionnel, une nouvelle constitution, une nouvelle règle de fonctionnement pour, comme il le dit ici, donner à notre pays de la cohérence et de l'efficacité et mettre fin à ces querelles politiques qui ont animé la 3e et la 4e République. Ce projet politique, De Gaulle l'avait défini ou prédéfini dans le fameux discours de Bayeux du 16 juin 1946, où après avoir fait une rapide relecture de l'histoire pour expliquer pourquoi il avait démissionné, il brosse son projet, ses perspectives, en insistant notamment, bien entendu, sur le rôle éminent que doit à ses yeux jouer le pouvoir exécutif et en son sein le président de la République. Alors évidemment, en 1958, lorsque De Gaulle revient au pouvoir, lorsqu'il devient le dernier président du Conseil de la 4e République, il doit
négocier un compromis avec les partis qui soit acceptable. Les partis politiques qui ont soutenu son retour pour éviter le chaos en Algérie vont accepter ce compromis. Et De Gaulle, par exemple, va accepter que dans notre Constitution, dans l'article 5, le président de la République, qui va avoir bien entendu des fonctions éminentes, soit d'abord vu tout de même simplement comme un arbitre. Mais évidemment, De Gaulle, par son action politique, comme premier président de la République, élu encore au suffrage universel direct en décembre 1958, indirect en décembre 1958, va mettre en œuvre une politique qui va placer le chef de l'État comme le décideur. On va passer très rapidement d'une logique de président arbitre en président stratège, en président décideur. D'où bien entendu la volonté du général de Gaulle de constitutionnaliser, entre guillemets, cette évolution, cette lecture. C'est ce qu'il propose aux Français à travers le référendum d'octobre 1962, portant sur la possibilité d'élire le président, désormais au suffrage universel. Et là, naturellement, c'est une rupture complète dans la lecture de notre histoire, car la dernière fois qu'on avait élu un président au suffrage universel, à l'époque c'était le suffrage universel uniquement masculin, c'était Louis-Napoléon Bonaparte. Et cela avait donné de tristes souvenirs. Donc, De Gaulle va imposer par le référendum sa vision, sa façon de voir, qui peut se résumer par la formule qu'il prononça alors dans une allocution télévisée à propos du président de la République. Il doit être évidemment entendu que l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au président par le peuple, qu'il a élu, et qu'il n'en existe aucune autre. Cette conception a été validée en 1965, en décembre 1965, par la première élection du président de la République au suffrage universel. Elle a été d'autant plus validée que les Français se sont rués aux urnes, on pourrait dire les choses comme ça, puisque le taux de participation était colossal, 85%, et puisque l'opposant numéro 1, l'homme qui avait parlé du coup d'État permanent en 1963 dans son pamphlet, François Mitterrand, participa à cette élection. En y participant, il cautionnait, d'une certaine façon, le rôle majeur qui était désormais celui du président de la Ve République. Voilà donc ce petit parcours et ces actions qui ont marqué les Français. Un De Gaulle qui restera toujours l'homme du 18 juin, un De Gaulle qui a su faire face pendant 4 ans à l'adversité à Londres et à Alger, avant de devenir le libérateur, le réconciliateur, un De Gaulle qui a su proposer aux Français et imposer une nouvelle constitution et qui a su les accompagner pendant 10 années au pouvoir sous la Ve République. Alors bien entendu, il y en a d'autres actions. On peut bien entendu citer en vrac, et on pourra les développer plus tard, le rôle que De Gaulle a joué dans la décolonisation, notamment de l'Algérie, le rôle qu'il a joué en rendant à la France une indépendance nationale au-delà des blocs à travers le développement de l'arme nucléaire et de la dissuasion, le rôle qu'il a joué comme porte-parole de pays du tiers-monde, la reconstruction de l'économie française et les années de croissance, mais ces rôles-là sont sans doute secondaires, c'est surtout les 4 premiers qui ont aujourd'hui créé le mythe qui a transformé De Gaulle en ce personnage central de notre histoire. Nous allons donc maintenant nous attacher, dans un deuxième temps, à nous intéresser à l'analyse du substrat de cette doctrine gaulliste. Dans cette seconde partie, nous nous posons donc la question, qu'est-ce qu'au fond le gaullisme? Puisque nous l'avons dit tout à l'heure, ce terme, le général de Gaulle lui-même n'aimait pas trop qu'on l'emploie. Le gaullisme, c'est d'abord se faire une certaine idée de la France. Cette certaine idée de la France
on peut se référer à deux citations majeures pour tenter de l'appréhender. La première est celle de l'historien français Marc Bloch. Marc Bloch, qui est un historien qui écrivit l'étrange défaite en 1940 pour expliquer justement comment cette défaite que personne n'avait vu venir s'était abattue sur notre pays. Marc Bloch, qui a été en 1944 assassiné par la Gestapo. Marc Bloch, fondateur de l'école des Annales. Il écrivait ceci: « Il y a deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » Il me semble que cette citation résume à merveille la fameuse idée de la France que se fait le général de Gaulle. Pour lui, la France est un continuum, c'est quelque chose qui s'est fabriqué siècle après siècle. La France, avec le général de Gaulle, au fond, elle commence avec Clovis. Et la France de droite, si l'on pourrait dire les choses comme ça, celle qui est symbolisée par le millénaire capétien, par l'histoire d'avant 1789, doit communier avec la France de gauche, celle de la Révolution et celle des Républicains. C'est ce que nous dit ici Marc Bloch. Dans ses mémoires, le général de Gaulle lui-même explique le lien quasiment charnel, mystique, qui l'anime, la relation qu'il a avec la France. Dans les débuts de ses mémoires, il écrit ceci: « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a en moi d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la Madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J'ai d'instinct l'impression que la Providence l'a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la médiocrité marque pourtant ses faits et gestes, j'en éprouve la sensation d'une absurde anomalie imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang, que seules de vastes entreprises sont susceptibles de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même, que notre pays tel qu'il est, parmi les autres tels qu'ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France n'est la France sans la grandeur. » Il y a là tout le programme politique du gaullisme. Cette idée de la France, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle est transportée par les siècles. Cette idée de la France, cette liaison mystique avec la France, est l'élément central. On pourrait rappeler l'idée constante d'un De Gaulle, d'une certaine façon, à Londres, lorsqu'il animait la France libre. Nous sommes la France, avec le nous de majesté, c'était lui, nous sommes la France, nous incarnons la légitimité de la France. François Mauriac dira: un fou a dit, moi la France, et personne n'a ri parce que, au fond, c'était vrai. Il y a là donc une réalité première, un très grand patriotisme, je ne dirais pas un très grand nationalisme. Le général de Gaulle récusait ce terme de nationalisme parce que pour lui, ce terme était symbole d'une certaine exclusion des autres. Il dira, le patriotisme, c'est aimer son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. Ce nationalisme gaulliste ou gaullien, il est en fait en quête d'universel. Il est intéressant de voir que dans les voyages officiels que va faire le général de Gaulle sous la Ve République, d'autres peuples acclament le général en fonction de cette vision qu'il incarne, cette France éternelle. Dans un triptyque des notions les plus importantes que l'on pourrait définir, on pourrait placer donc au premier rang la France.
au second, l'État. Mais l'État, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et l'État est important et fondamental seulement lorsqu'il est au service de la France. Et enfin, au troisième rang, les Français. Nous le voyons dans cette citation, les Français, ils portent souvent les ferments de la dispersion. La France doit d'une certaine façon survivre aux errements des Français. Et on connaît très bien, naturellement, les relations souvent tumultueuses que le général de Gaulle a eues avec ses compatriotes. Il a eu beaucoup de vachardise dans ses propos à l'égard des Français, avec l'idée au fond que ceux-ci oubliaient la France et ne voyaient que leur réalité, celui de l'augmentation de leur niveau de vie. On se rappellera du rôle de la fameuse citation du général de Gaulle, qu'au fond, les Français, ce qui les intéressait, je cite, c'était leur beefsteak, leurs 4 chevaux, et qu'ils oubliaient la France. Donc, la première idée, c'est bien celle-ci. Le gaullisme se définit d'abord par cette certaine idée de la France. Le deuxième point, qui est désormais évidemment à discuter, c'est de savoir si le gaullisme est de droite ou de gauche. Faisons d'abord appel, pour répondre à cette interrogation, à la déclaration, à la présentation que le général de Gaulle fit en août 1940, alors que, je le répète, il était inconnu des Français. « Je suis un Français libre, je crois en Dieu et en l'avenir de ma patrie. Je ne suis l'homme de personne. Je déclare solennellement que je ne suis attaché à aucun parti politique, ni lié à aucune politique, quel qu'il soit, ni de la droite, ni de la gauche. Je n'ai qu'un seul but, délivrer la France. » Il restera sur cette position lorsqu'il se présente en 1965 une deuxième fois à la présidentielle, après 1958, qui était un suffrage indirect. Dans un entretien avec le journaliste Michel Droit, il rappelle « Ce n'est pas la gauche, la France, ce n'est pas la droite, la France, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. » Donc, dans le gaullisme, il y a la volonté de dépasser ce clivage traditionnel gauche-droite. Alors, bien entendu, ce positionnement peut être une posture. Quel itinéraire l'historien peut analyser pour se faire sa propre idée? Est-ce que le général est de gauche ou est de droite? Il est bien clair que l'on pourrait parcourir, dans cette vie du général, cet itinéraire pour tenter d'y répondre. Le premier élément de réponse, c'est de s'intéresser à l'origine de celui-ci. Famille aristocratique, avec un certain nombre de revenus, attaché profondément au catholicisme, des lectures qui le ramènent à des grands écrivains du XIXe siècle, Chateaubriand, Barrès, ou du début du XXe siècle, Péguy. Bref, une culture personnelle qui est plutôt une culture qui le relie à la droite. Mais, en 1940, il est le rebelle. La droite traditionnelle, les notables, choisissent plutôt Pétain, y compris l'Église catholique, qui soutient en 1940 le maréchal Pétain. On rappellera l'importance pour le général de Gaulle du catholicisme, puisqu'il définit qu'il croit en Dieu comme premier élément dans sa présentation d'août 1940. Donc, évidemment, le rebelle, cette tradition d'être rebelle, il transgresse d'une certaine façon, le détache de peut-être sa famille traditionnelle qui serait la droite. À Londres, à la France libre, ces soutiens viennent de tous les milieux, aussi bien de l'extrême droite de la cagoule que d'anciens croix-de-feu, comme évidemment d'anciens membres du Front populaire. Quelqu'un comme Jean Moulin, nous le rappelons, ou André Philippe, était proche du Front populaire.
Le programme qu'il applique de 1944 à 1946, nous l'avons vu tout à l'heure, est plutôt un programme social, est plutôt un programme de gauche. Et durant la période où il est à la tête du gouvernement provisoire de la République française, le MRP, Mouvement des Républicains Populaires, qui est plutôt démocrate chrétien, qui se réclame de la fidélité du général de Gaulle, est très souvent critiqué par le général de Gaulle lui-même. De Gaulle aime railler ces démocrates chrétiens qu'il compare à des chaisières de Paimpol. Et ce courant démocrate chrétien qui perdure ensuite et qui va être présenté en 1965 par la candidature de Jean Le Canuet à la présidence de la République, est lui aussi critiqué fortement par le général de Gaulle, qui voit dans Jean Le Canuet, je cite, « un enfant de cœur qui a bu le vin des burettes et qui s'en est enivré ». Dans la période qui suit sa démission en 1946, le général de Gaulle va tenter l'ambition de créer un mouvement politique, lui qui abhorrait les partis, il va tenter de créer un mouvement politique, le Rassemblement du peuple français. Et quand on regarde la composante sociologique et la doctrine politique du RPF, là, incontestablement, le gaullisme, si c'est le gaullisme à ce moment-là, le RPF, nous renvoie très largement à la droite, très anticommuniste, et avec, comme j'allais dire, clientèle électorale, des notables, parfois reconvertis du pétainisme, qui adhèrent à ce mouvement. On le voit donc, il y a des fluctuations fortes. De 1958 à 1962, De Gaulle, qui revient aux affaires, apparaît très largement comme l'homme de l'Union nationale, même s'il y a une partie de la gauche qui nie son action, celle de François Mitterrand, celle de Pierre Mendès France. Je rappellerai le mot du général de Gaulle lors du Conseil des ministres en juin 1958. « Messieurs, je crois que nous sommes au grand complet. Il ne manque plus que messieurs Thorez et Ferrat-Tabas. » Donc clairement, la rupture avec cette partie de la gauche qui le suit entre 1958 et 1962 se fait avec le référendum de 1962 et s'approfondit encore, bien entendu, avec l'élection de 1965, puisque dans l'élection présidentielle de 1965, il y a un candidat de l'Union des gauches, ou l'Union de la gauche, François Mitterrand, qui se présente contre lui. Donc, évidemment, le gaullisme se déporte d'année en année, d'autant plus vers la droite, qu'une partie de la société, une partie de la jeunesse, le suit de moins en moins. Si la jeunesse était très proche du général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie, il a utilisé son aura auprès de la jeunesse pour empêcher la réussite du putsch des généraux en 1961. On parlait alors du général transistor, du général qui parlait à travers le transistor par la radio pour s'adresser à cette jeunesse qui était sous les drapeaux en Algérie. Il est bien évident, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans la première partie, que les jeunes étudiants de mai 68 n'étaient plus en phase avec lui, n'étaient plus en phase et se tournaient plutôt vers la gauche, voire vers l'extrême gauche. Donc vous voyez que la réponse est éminemment complexe. Il n'y a pas un gaullisme de droite et un gaullisme de gauche, il y a un ensemble de positions politiques qui sont à prendre en compte avec l'idée au fond que l'action que le général de Gaulle mène, selon lui, est une action qui est mue par la volonté du service de la France et qu'elle n'a pas à se référer à une grille de lecture traditionnelle qui est celle de la gauche ou de la droite. Alors évidemment, maintenant, on peut se poser la question, parce que des historiens se sont bien entendu posé la question, y a-t-il une filiation entre le gaullisme et le bonapartisme ? Dans une magistrale histoire des droites en France, René Raymond, alors cette histoire elle date en 1954, avait défini l'idée qu'il y avait en France trois droites. Une droite orléaniste, la droite des notables, une droite moderniste. Une droite légitimiste, la droite
traditionnelle, la droite qui n'acceptait pas les valeurs de 1789. Cette droite légitimiste, c'est en fait un peu une droite réactionnaire. Et puis une droite bonapartiste. Alors la droite bonapartiste, comment la définir? C'est une droite qui pourrait être définie par une dualité, une légitimité dynastique, celle à l'époque, bien entendu, des Bonaparte, des Napoléons plutôt, et la souveraineté du peuple. Alors pourquoi peut-on considérer que le général de Gaulle, que le gaullisme a une filiation avec le bonapartisme? Parce qu'il y a cette volonté de concilier le temps long, la tradition, qui pourrait être là fondée sur la légitimité dynastique, et les principes de la Révolution, avec l'utilisation du référendum dans une vision qui fut celle des Bonaparte. Il faut se rappeler que pour légitimer leur pouvoir, Napoléon Bonaparte, premier consul, puis Napoléon Ier, puis ensuite Napoléon III, utilisèrent très souvent le référendum, qu'on appelait alors plébiscite. Il s'agissait, par la question que l'on posait, qui était généralement une question institutionnelle, constitutionnelle, approuvez-vous telle ou telle modification de la Constitution, de ressourcer dans la souveraineté du peuple la légitimité du pouvoir en place. De Gaulle utilise cette technique. On le sait très bien. Il l'utilise tellement bien qu'en 1962, il avait averti que si les oui ne l'emportaient pas dans le projet de référendum qu'il proposait pour élire le président au suffrage universel, il se retirerait. Et ainsi, la question n'était plus « doit-on élire le président au suffrage universel direct ?», mais la question devenait « pour ou contre le général de Gaulle ?» Il l'a tellement bien utilisé qu'en avril 1969, ça lui a coûté, comme chacun le sait, la présidence, et il est parti suite au nom des Français. Donc c'est dans cette filiation-là d'un référendum utilisé à des fins plébiscitaires que les historiens considèrent qu'il y a dans le gaullisme une espèce de ressucé, si je peux m'exprimer ainsi, du bonapartisme. Tout comme il y en avait une dans les années 1888-1889 dans le boulangisme, incontestablement, le bonapartisme serait très fort, très présent dans la version RPF du gaullisme dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais naturellement, ce qui va changer par rapport au bonapartisme, c'est que la légitimité de Gaulle n'a jamais reposé, bien entendu, sur un coup d'État ou sur des coups d'État, et sur le fait qu'il n'y a jamais eu de candidat officiel, ni de système où les élections étaient truquées ou verrouillées. Simplement, il y a eu, pendant la période du gaullisme, des médias, on pourrait parler notamment des médias audiovisuels, qui étaient naturellement contrôlés. Il y avait un ministère de l'information et le RTF était la voix de la France. Et les opposants avaient peu de champ dans leur place politique. Il faut attendre vraiment 1965 et l'élection présidentielle et les débats qui ont eu lieu pour que les oppositions puissent véritablement entrer dans cette fameuse étrange petite lucarne dont parlait le général de Gaulle. Donc, le gaullisme a bien sans doute une filiation avec le bonapartisme, mais nous le voyons bien, il le dépasse très largement. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous dans cette deuxième grande partie, c'est comment, au fond, définir d'une certaine façon alors le gaullisme. Nous avons vu qu'il était fondé sur une sublimation de la France, qu'il était à la fois de gauche et de droite, qu'il avait une filiation avec ce mouvement bonapartiste, quelle serait au fond, en quelque sorte, aujourd'hui, d'une certaine façon, cette définition qu'on pourrait encore donner donc, du gaullisme. C'est le quatrième point que nous allons aborder entre nous.
j'ai mis en œuvre dans ce quatrième point cette citation de Jean Touchard qui, dans les années 60, a été un des premiers à essayer de définir ce qu'était à ses yeux la doctrine gaullisme. Un nationalisme historique, nous l'avons vu pourquoi c'est un nationalisme historique, parce qu'il y a une filiation séculaire, multiséculaire de la France, syncrétique. Pourquoi syncrétique? Parce qu'on essaie d'agglomérer toutes les grandes familles, comme le disait Marc Bloch, à la fois ceux qui sont favorables au sacre de Reims et à la fête de la Fédération. Donc il est nécessairement unitaire et il est pragmatique. Je voudrais revenir sur ce mot pragmatique, parce qu'au fond, derrière le mot pragmatique, on sous-entend le mot accommodement. Et donc, d'une certaine façon, De Gaulle, cette vision du pragmatisme, elle ne l'est pas dans l'accommodement. S'il s'était accommodé, il se serait accommodé de la défaite de 1940. Le pragmatisme consiste simplement dans le gaullisme à essayer de mettre en œuvre des politiques en fonction des réalités. De Gaulle disait très souvent « Il n'y a pas d'autre politique qui vaille que celle fondée sur les réalités ». Prenons des exemples extrêmement simples. La décolonisation, c'est une réalité. La demande des peuples à devenir indépendants, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Et en cela, le pragmatisme du général de Gaulle, ça va être de dire ils veulent l'indépendance, il faut leur la donner, c'est dans le mouvement de l'histoire, c'est ça le pragmatisme du gaullisme. Et par conséquent, le gaullisme, en ce sens, n'est pas du tout réactionnaire. On définit une doctrine qui est réactionnaire lorsqu'on a la nostalgie d'un passé que l'on tente de ressusciter. Le pragmatisme du général de Gaulle, c'est l'adaptation des décisions politiques à l'évolution des contextes historiques, politiques, français et internationaux. Mais c'est l'adaptation tout en gardant une dose d'idéalisme qui est liée à ce romantisme inspiré par Chateaubriand, cette vision de la France madone des contes des murs. Donc, voilà en quoi le gaullisme, c'est d'abord un pragmatisme. Donc, il est un rebelle, il n'est pas réactionnaire, il a parfois sur les grandes décisions politiques une connivence avec des gens qui sont dans une opposition viscérale avec lui. Je prends l'exemple du Parti communiste français, qui naturellement n'a pas de mots aussi durs que dans les années de la crise de 68, mais qui pourtant reconnaît au général de Gaulle sa vision géopolitique et la nécessité pour la France d'être indépendante et de ne plus être alignée, par exemple, sur la politique mise en œuvre à Washington. C'est ça, le pragmatisme qui définit le gaullisme. Dans cette troisième partie, nous allons tenter de répondre à la question « Que reste-t-il du gaullisme aujourd'hui? Peut-on être gaulliste ?» Dans un premier temps, on pourrait définir ce qu'il reste du gaullisme par l'idée que le gaullisme s'incarne, est incarné par une espèce de paternoster républicain. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde récite plus ou moins un catéchisme républicain qui est évidemment fondé sur les principes et sur les idées du général de Gaulle. Alors pourquoi? Très simplement, nous sommes dans un temps d'incertitude. La référence au gaullisme comble un vide, s'appuie sur une nostalgie. Cette nostalgie, elle repose à la fois sur la grandeur passée, les années de Gaulle, et sur la prospérité des Trente Glorieuses, qui furent un élément central de ces mêmes années. Sur une façon aussi de faire de la politique, une façon souvent théâtralisée et aujourd'hui idéalisée. Sur un temps où le monde, au fond, et la société française était un monde peut-être plus simple, où la société était plus homogène, et où cette homogénéité donnait de la cohérence, donnait du sens, donnait de la légitimité à la parole publique et créait de la confiance. Il y avait déjà dans les années 60 des sondages sur la popularité. Le général de Gaulle n'est jamais descendu en dessous de 52%. Les présidents de la République actuellement en rêveraient. Donc, les familles politiques françaises ont repris ce fameux catéchisme gaulliste
parce que au fur et à mesure du temps, dans ces, on va dire, 50 dernières années, les unes après les autres, elles s'y sont ralliées. Alors voyons un petit peu rapidement comment ces ralliements se sont effectués et si ces ralliements sont des ralliements réels ou simplement proclamés. La droite, ou plutôt les droites, après 1945, se sont pas toujours ralliées au général de Gaulle. Nous l'avons vu, il y avait plusieurs droites. Et la droite extrême, la droite collaborationniste, s'est évidemment jamais ralliée au général de Gaulle. Après le retrait du paysage politique français du général de Gaulle en 1969, il est intéressant de voir que la famille politique qui la représentait était de plus en plus appelée non pas la famille gaulliste, mais la famille néo-gaulliste. Ce néo, devant le mot gaullisme, signifiait bien qu'il y avait des changements, qu'il y avait des mutations, qu'on s'y référait mais qu'on s'en éloignait en même temps. Alors, prenons quelques exemples. Georges Pompidou, qui fut son Premier ministre, une fois devenu président, s'éloigna du général de Gaulle sur l'Europe. Il accepta l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Il instilla beaucoup plus de libéralisme dans les politiques économiques menées. Et dans les années qui suivirent, les néo-gaullismes se firent un petit peu les chantres de la mondialisation libérale. Il est bien évident, nous le savons bien, que cette mondialisation libérale n'allait pas de soi avec la doctrine fondée sur la souveraineté, je ne dis pas sur le souverainisme, sur la souveraineté, qui était l'élément central de la doctrine gaulliste. À gauche, ou plutôt dans les gauches, l'adhésion au gaullisme de Londres a toujours été présente. De Gaulle a toujours été reconnu en tant que tel, comme personnage historique à travers l'homme du 18 juin. Mais il a fallu attendre les années 80 pour que les ruptures de 62, nous avons parlé de ces ruptures tout à l'heure, et de 65 soient digérées. François Mitterrand, arrivé aux affaires en 1981, ancien adversaire majeur du président de Gaulle, va épouser les institutions, va s'y fondre, va les sublimer, va sublimer la geste gaullienne une fois au pouvoir, et le Parti socialiste et les socialistes, en proposant à travers Lionel Jospin, même si c'est le président Chirac qui officiellement l'a proposé, c'était son Premier ministre Lionel Jospin qui était attaché, en proposant en 2000 la réforme du quinquennat, n'a fait que reprendre l'idée que le président était la pierre angulaire du système constitutionnel français. Je mettrai donc simplement à l'écart l'extrême gauche, hostile à l'héritage constitutionnel. Aujourd'hui, si vous regardez le paysage politique français à l'extrême gauche, chez la France insoumise, on parle notamment d'une 6e république possible. Et très largement aussi dans la composante écologiste, on a une autre conception du pouvoir avec l'idée que l'horizontalité doit se substituer à la verticalité qui incarne justement le projet politique du gaullisme. Le deuxième point, c'est qu'il reste aujourd'hui du gaullisme une réaffirmation de fondamentaux ou des fondamentaux français qui semblent imperméables à l'usure du temps, tout au moins qu'il ne faut pas remettre en cause, même si, là encore, leur proclamation, leur légitimation ne veut évidemment pas dire que les politiques français les appliquent. Prenons quelques exemples. De Gaulle, nous l'avons dit tout à l'heure, il a été un acteur de la vie politique, il a agi, mais il a agi parce qu'en amont, il avait pensé. Et au fond, ce qui reste le plus du gaullisme, c'est les intuitions du général de Gaulle dans l'intelligence du monde, dans la compréhension du monde. Intuition à la fin des années 30 de ce qu'allait être la guerre de 1939-1945, diagnostic établi sur le plan géopolitique par l'homme du 18 juin. Après la Seconde Guerre mondiale et pendant les événements de la guerre froide et pendant sa présidence, la perception des événements qui se passaient à l'Est. De Gaulle, par exemple,
ne parlait jamais de l'Union soviétique, il disait toujours la Russie, parce qu'il estimait que le fait national, être russe, était un fait éminemment plus important que l'Homo soviéticus, qui était ce projet de société nouvelle qui était contenu dans le projet des bolcheviks et du communisme. Ensuite, dans la lecture que De Gaulle a fait des relations internationales, du rôle du tiers-monde, de la décolonisation, tous ces éléments-là ont été repris par la classe politique française avec l'idée, au fond, que la France doit être un pays qui défend les opprimés, les accablés, au-delà des alliances qu'elle peut avoir avec l'oncle Sam. Le choix, bien entendu, de la dissuasion nucléaire, qui a fait débat, De Gaulle a dû l'imposer à sa propre majorité dans les années 60, est devenu un choix quasiment consensuel, et celui qui le remettrait en cause ses fondamentaux français aujourd'hui. L'intuition de la nécessité pour faire l'Europe de la réconciliation franco-allemande, nous voyons bien qu'aujourd'hui, cette réconciliation franco-allemande, mise en œuvre par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, symbolisée par le traité de l'Élysée en 1963, et est aujourd'hui la pierre angulaire de l'avancée de la construction de l'Europe. De Gaulle était un Européen convaincu, il n'était pas un européiste. Il y avait là un élément qui, selon lui, devait passer justement, dans la construction de l'Europe, par ce moteur franco-allemand. Donc, nous avons bien là des fondamentaux qui restent présents dans le débat politique français et qu'il serait aujourd'hui extrêmement difficile à tel ou tel responsable politique français de remettre en cause. Un homme ou une femme politique française qui remettrait en cause la dissuasion nucléaire, qui remettrait en cause l'indépendance nationale dans ses paroles, qui remettrait en cause justement ces fondamentaux définis par le général de Gaulle, serait naturellement, sans doute, mis très largement en difficulté. Le troisième point, sans doute, et c'est peut-être ce qui en reste le plus au fond de ce gaullisme, c'est le poids des mots, la mise en scène de la parole et du pouvoir, c'est la geste gaulienne. Au fond, il resterait plus aujourd'hui du gaullisme une geste, une théâtralisation, qu'un corps de doctrine nettement homogène. Prenons là aussi quelques exemples. Cette geste gaulienne, cette pratique du pouvoir, ce poids des mots, elle fait partie intégrante du gaullisme. De Gaulle, par ses mots, par la magie du verbe, a changé très souvent l'histoire. Et il a mis en scène, il a mis en œuvre cette magie du verbe dans les fameuses conférences de presse. Voilà ce qu'en dit ici le philosophe français Raymond Aron dans le Figaro du 25 janvier 1963, commentant la dernière conférence de presse du général de Gaulle. Il est intéressant de savoir que si Raymond Aron est de droite, Raymond Aron n'a jamais été gaulliste. Voilà ce qu'il écrit. La conférence de presse du général de Gaulle est une œuvre d'art. L'orateur survole la planète, rappelle le passé et jette les rayons de lumière sur l'avenir. Il distribue blâme ou éloge aux uns et aux autres, il couvre de mépris ses adversaires et il ne dissimule pas la satisfaction que lui inspire la France qu'il façonne. Autrement dit, le général de Gaulle, comme le dira également François Mauriac, se tient sous le regard du général de Gaulle, qui l'observe, qui le juge, qui l'admire, d'être si différent de tous les autres hommes. Cette réalité-là est une réalité centrale. La façon de s'adresser aux Français, par-dessus les corps intermédiaires, le style très particulier du général de Gaulle, qui va mélanger l'usage de l'alexandrin, les ablatifs absolus, à des formules anachroniques
qui vont accrocher l'opinion. C'est une réalité qui, incontestablement, aujourd'hui, est parfois reprise par les hommes politiques de notre temps eux-mêmes. Des mots comme féal, comme foucade, comme tracassin, comme volapuc, comme chienlit, comme carteron, ont incontestablement marqué les Français de l'époque et sont repris aujourd'hui, parfois, à titre d'exemple, par les responsables politiques d'aujourd'hui. Il est incontestable que cette logique ternaire fait partie également du discours gaullien. De Gaulle utilisait souvent dans ses discours cette logique ternaire à l'image de tout ce qui grouille, grenouille, scribouille. Il avait des formules chocs, et ces formules chocs étaient un outil de gouvernance, un outil pour faire passer, c'était un grand communicateur, sa pensée et son action. Un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est la nostalgie d'une pratique du pouvoir. Au-delà des mots, du style, il y a une nostalgie dans une pratique du pouvoir qui apparaît démesurément, fondamentalement différente de la nôtre aujourd'hui. La formule « chez de Gaulle, il n'y a pas de Charles », au fond, résume bien cette réalité-là. De quoi s'agit-il ? Chez de Gaulle, il y a toujours de Gaulle. Il y a son action publique, et seulement son action publique. Il y a la volonté viscérale de ne pas utiliser sa vie privée pour faire passer un message politique. Il faut se rappeler la fureur du général de Gaulle lorsque Churchill, en 1940, pour le faire connaître, voulut l'interviewer, voulut faire des photos, faire des images de celui-ci avec sa femme et ses enfants à Londres. La réaction du de Gaulle fut celle-ci: « Churchill veut me vendre comme une savonnette, ou une vulgaire savonnette. » Donc, incontestablement, à l'heure où l'on a l'habitude d'une certaine pipolisation de la vie politique, à l'heure où les hommes et les femmes politiques de premier plan font la une des magazines, des journaux, sont présents dans les émissions de télé-réalité parfois, ou télévisuelles, il était évident que ce recul, cette pudeur du général de Gaulle, vis-à-vis de l'exercice du pouvoir, dans l'exercice du pouvoir même, a marqué les gens. Et si l'on ajoute à cela la volonté d'apparaître comme quelqu'un d'intransigeant sur la distinction entre les fonds privés et les fonds publics, la Yvonne de Gaulle qui avait toujours la volonté de ne pas faire payer par l'Élysée ses propres dépenses personnelles, c'est une réalité à une époque où l'argent fut facile, les années 90-2000, où il y avait parfois certaines pratiques, on va dire, contestables, qui a marqué sans doute les Français et qui sans doute aujourd'hui est un élément central de la réflexion qu'on peut avoir par rapport à cette réalité-là. Il y a dans le gaullisme cet enracinement dans la frugalité, dans cette, dans cette volonté de différencier vie privée et vie publique. Donc, que reste-t-il du gaullisme sur le plan politique? On pourrait donc distinguer trois gaullismes. Un gaullisme de guerre qui, nous l'avons vu, a triomphé et qui reste fondamental. Un gaullisme partisan, celui du RPF, qui s'est très largement effacé. Un gaullisme institutionnalisé qui a façonné la vie politique française, l'histoire de France de 1958 à 1969. C'est ce gaullisme institutionnalisé dans lequel nous vivons encore avec la Ve République. C'est ce gaullisme institutionnalisé auquel on se réfère toujours. C'est cette pratique du pouvoir qui est parfois devenue mythique et réinterprétée, mais on peut le répéter, on la réinterprète en s'en démarquant, car l'univers politique, naturellement, s'il demeure
rivés aux références du gaullisme, s'en éloignent très souvent, et les mots n'ont évidemment pas le même sens, tout simplement parce que les faits, la réalité, n'est pas fondée sur les mêmes éléments. Alors, il reste un aspect essentiel à évoquer, l'emprise du gaullisme sur la société civile, c'est-à-dire sur tout ce qui n'est pas institutionnel, mais sur le vécu quotidien des gens. Nous l'avons vu dans sa référence continue à la France, dans sa difficulté de nouer parfois des relations avec les Français, lorsque ces relations étaient fondées sur la compassion ou sur la dotation d'avantages économiques et sociaux, le général de Gaulle a eu parfois du mal à comprendre, surtout avec l'âge, la société française et son évolution, la société dans laquelle il vivait. On s'aperçoit en effet que le général de Gaulle, en matière sociétale, a eu, entre 1965 et 1968, beaucoup de mal à appréhender les changements, notamment les changements qui touchaient la jeunesse, les changements qui touchaient les mœurs. Et au fond, son départ a été fondé là-dessus. Il était apparu trop vieux pour une France qui était jeune. Et donc, aujourd'hui, bien entendu, sur ce plan-là, que reste-t-il du gaullisme? Il n'en reste pas grand-chose. En matière de mœurs, il est clair que les mœurs dans la France de 2020 n'ont plus rien à voir avec ceux de la France des années 60. Nous sommes dans une société individualiste où les particularismes, où les communautés jouent un rôle important par rapport à cette société plus homogène dont nous parlions tout à l'heure. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, l'évolution des mœurs outragerait le général de Gaulle s'il était de nouveau plongé dans notre société actuelle. Il ne retrouverait rien de ces conceptions dans l'évolution de l'école, de l'Église ou de la justice. Le triomphe de la mondialisation l'offusquerait sans doute. Les dérives du capitalisme financier l'exaspéreraient certainement. Les transformations du modèle social français, modèle en archipel par rapport à cette société homogène dont nous avons parlé tout à l'heure, le navreraient évidemment. Autrement dit, les règles politiques restent, les règles politiques lui resteraient familières aujourd'hui, les règles du jeu social ou sociétal, comme on dit aujourd'hui, le choqueraient sûrement. Donc De Gaulle a façonné un régime, il nous l'a légué, il a orienté l'histoire au XXe siècle, mais il n'a sans doute que modifié en profondeur l'évolution de la société en son temps, et la société française de 2020 est très largement éloignée des idées du général de Gaulle. Donc, en guise de conclusion, quel message politique pour le XXIe siècle pourrait nous léguer le général de Gaulle? Alors, puisque nous sommes à Belfort, je ne pourrais pas naturellement terminer cette petite présentation sans citer Jean-Pierre Chevènement. Jean-Pierre Chevènement nous dit ceci sur ce qui reste du gaullisme. Il incarne, dit-il, une ample vision mondiale, humaine et républicaine. De Gaulle se situe toujours du point de vue du bien commun. Il reste du général de Gaulle cela qui est essentiel, le service de la France. Donc, face aux défis, le gaullisme est donc une source d'inspiration aujourd'hui pour les décideurs. Pour les Français, cette inspiration doit veiller à maintenir l'union nationale, l'autonomie stratégique, la souveraineté. Cette inspiration doit veiller d'avoir des ambitions fortes et partagées pour la France,
Donc être gaulliste au fond, c'est s'inscrire dans les pas d'une France multiséculaire qui a son âme, qui a sa spécificité, qui a sa grandeur, dont on défend l'esprit, les intérêts et les valeurs, tout en acceptant, tout en s'adaptant, c'est le pragmatisme dont nous parlions tout à l'heure, tout en s'adaptant aux nouvelles conditions de la vie dans ce monde. Autrement dit, De Gaulle était à la fois moderne et obsolète, pessimiste et entreprenant, généreux et ingrat, n'est-ce pas là des attributs que l'on peut donner à chacun d'entre nous? L'héritage n'est donc pas figé, c'est d'abord un héritage fondé sur cette certaine idée de la France, et non pas sur une idée certaine de la France, comme le dit l'historien français Jean Garrigue. Pour terminer, je vais laisser le mot de la fin avant que nous parcourions ensemble la bibliographie sur laquelle je me suis appuyé pour préparer cette petite présentation. Je vais laisser en mot de la fin, en conclusion de la conclusion, si l'on peut dire les choses comme ça, le mot d'une petite fille interviewée par une radio périphérique sur les Champs-Élysées le jour où il y avait à Notre-Dame de Paris une cérémonie qui rendait hommage à Charles de Gaulle qui venait de décéder. Puisque nous sommes aujourd'hui le 10, Charles de Gaulle est décédé le 9, nous sommes quasiment 50 ans jour pour jour après son décès dans cette année de Gaulle. On avait demandé à cette petite fille ce qu'était pour elle le général de Gaulle, et elle répondit alors, très modestement, De Gaulle, c'est un monsieur qui levait les bras en criant « Vive la France ». C'est cet amour de la France qui est l'essence de l'héritage du gaullisme aujourd'hui. Je vous remercie. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, voici une rapide bibliographie. Il y a énormément d'ouvrages qui sont parus et qui vont paraître et qui paraissent cette année sur la vie et le gaullisme. Je voudrais insister, à mes yeux, sur 2 ou 3 ouvrages fondamentaux que vous pouvez donc vous procurer. La première grande somme qui a étudié le gaullisme et la vie du général de Gaulle, c'est la biographie de Jean Lacouture. C'est intéressant à plus d'un titre parce que Jean Lacouture était un opposant politique au départ. Il avait été un de ceux qui avaient manifesté en mai 1958 contre le retour du général de Gaulle. Et il a véritablement épousé, c'est pas le mot, on va dire, il a véritablement eu beaucoup d'empathie pour l'action du général de Gaulle lorsqu'il a commencé à travailler sur les archives et sur sa vie. Et il en ressort justement cette grande biographie en 3 tomes, le rebelle, le politique, le souverain. Les actions les plus récentes sur l'analyse historique de la vie du général de Gaulle, et c'est souvent le cas, il faut attendre un historien étranger pour avoir souvent la meilleure vision de Gaulle et du gaullisme. C'est le livre de l'anglais Julian Jackson, professeur à Londres, universitaire, de Gaulle, une certaine idée de la France, qui est tout récent, c'est paru au Seuil en 2019, et c'est véritablement la référence aujourd'hui. Comme on disait dans les années 70, pour comprendre ce qu'était Pétain, il fallait lire Paxton, l'américain Paxton. On dit aujourd'hui, pour comprendre de Gaulle, il faut lire Julian Jackson. Et enfin, donc, est paru très récemment, de la part de l'historien Michel Vinocq, ce petit opuscule bien pratique, qui est un petit peu une synthèse, que vous pouvez lire aisément, qui se lit très très bien, Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire. Et le titre en lui-même résume, je crois, parfaitement ce qu'on a essayé de tenter de démontrer ce soir, le rebelle habité par l'histoire, la filiation de l'action du général de Gaulle dans l'histoire. Voilà, merci.